Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus encore une fois ici au plateau de Pacemaker dans le cadre de votre émission La médecine pour tous. Une émission qui a été conçue pour vous, une émission qui a été conçue pour la santé. Conçue pour vous informer des connaissances de la médecine dans le but de vous éloigner de l'ignorance et de promouvoir la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est l'hypertension artérielle. Vous savez, je ne parle pas seul, je reçois pour vous ici des personnels bien qualifiés pour pouvoir vous parler et vous affermir. Aujourd'hui, je vais recevoir quelqu'un que vous connaissez déjà. Il n'est pas un inconnu pour vous. C'est une personne, un homme de la télévision, d'une voix rock et d'un grand amour de la médecine. Il est présentateur de l'émission Santé Quiz, une grande émission qui nous montre l'importance de la santé. Vous comprenez avec moi qu'il s'agit de Bienvenue Ileka. Monsieur Bienvenue Ileka, bonjour. Bonjour, monsieur Mardoché. Comment vous vous portez? Oui, Dieu fait grâce, nous allons bien. Et vous-même? Oui, moi ça va. Alors, en dehors d'être présentateur de l'émission Santé Quiz, vous êtes médecin stagiaire à l'hôpital général de Kinshasa. Oui, vous l'avez dit. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de l'hypertension artérielle. Déjà, avant ça, comment vous vous sentez de pouvoir parler de la santé, promouvoir la santé dans un autre plateau qui n'est pas le vôtre? Voilà, je suis très heureux. J'ai l'habitude de poser les questions. Mais aujourd'hui, je suis de l'autre côté de celui qui devra répondre aux questions. Donc, je suis très enthousiasmé et très pressé déjà de pouvoir répondre à vos questions. Alors, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Je crois que ça a été un sujet des matchs que j'ai suivis de Santé Quiz. Voilà. Alors, déjà, pour commencer directement, nous allons entamer notre sujet. C'est quoi l'hypertension artérielle? Voilà, si nous pouvons le dire en termes simples pour que toute la population qui nous suit puisse comprendre, l'hypertension artérielle est une maladie cardiovasculaire caractérisée par une élévation permanente de la pression artérielle. Il serait aberrant de définir l'hypertension artérielle comme élévation de la pression artérielle sans pour autant dire à la population ce que c'est la pression artérielle. En réalité, cette pression artérielle, c'est quoi? C'est la force avec laquelle le sang qui est pompé à partir du cœur et acheminé au niveau des vaisseaux pour atteindre les différentes cellules qui doivent être nourries par ce sang qui est propulsé par les cœurs. Alors cette pression est généralement exprimée par une fraction qui a deux chiffres. Nous avons le numérateur qui comprend les chiffres que nous appelons les chiffres systoliques. Il s'agit de la pression lors de la contraction du corps, lors de la contraction du cœur, j'allais dire, ainsi que du dénominateur qui est les chiffres tensionnels lors de la diastole, donc lors du relâchement. Okay. C'est cette fraction qui nous donne la pression artérielle. Okay, d'accord, merci beaucoup. Alors, il existe une différence entre hypertension artérielle et hypotension artérielle. Voilà, l'hypertension artérielle comme hypotension, donc vous les voyez déjà avec les préfixes. Nous avons les préfixes hyper, ce qui veut dire qu'il y a élévation de la pression artérielle, et hypo, ce qui veut dire qu'il y a diminution ou baisse de la pression artérielle. Et généralement, nous pouvons dire en termes des valeurs, c'est-à-dire nous parlons d'une pression artérielle élevée généralement lorsque la pression systolique est au-delà de 140, l'unité c'est millimètres de mercure, et lorsque la pression diastolique est supérieure à 90 mm de mercure. Et nous parlons de l'hypotension lorsque généralement la pression systolique est inférieure à 90 mm de mercure et la tension diastolique est inférieure à 50 mm de mercure. Ok, d'accord, merci beaucoup. Les concepts, vous connaissez les concepts hypertendus parce qu'à la cité, nous voyons souvent les gens parler genre azala tension. Ces concepts-là, c'est un mythe ou une réalité? Voilà, donc c'est vraiment une très belle question que j'apprécie puisqu'il faut porter un rectificatif par rapport à la connaissance générale. Ce n'est pas toute personne chez qui on voit une tension élevée qui est directement déclarée hypertendue. C'est-à-dire que les concepts hypertendus existent, mais seulement ils répondent à un certain nombre de critères. Notamment pour qu'on dise d'une personne qu'elle est hypertendue, il faudrait qu'il y ait une pression artérielle, comme nous l'avons dit, supérieure à 140 sur 90, mais aussi cette pression artérielle doit être évaluée au moins 2 fois et en 2 prises différentes. C'est-à-dire lorsque j'évalue la pression aujourd'hui et que la personne a des chiffres tensionnels élevés, d'emblée, je ne peux pas qualifier cette personne d'hypertendue. Donc, il faudrait au moins 2 prises et cela en 2 jours au moins différents. Voilà. Ok. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec nous ici que nous sommes en train de parler de l'hypertension artérielle. Vous connaissez tous une personne qui est soit hypertendue, comme l'a signifié les médecins stagiaires. Bienvenue les cas. Donc, veuillez nous suivre attentivement et vous allez sûrement aider quelqu'un, cette personne hypertendue autour de vous.
Hypertension artérielle, monsieur, bienvenue les cas. C'est une maladie ou juste la complication d'une autre maladie? Voilà, l'hypertension artérielle est d'abord elle-même une maladie. C'est une maladie, comme je l'avais dit dans ma définition, cardiovasculaire. Mais aussi, il y a plusieurs autres situations, plusieurs autres conséquences qui peuvent aussi avoir comme retentissement l'hypertension artérielle. Okay. Quelles peuvent être alors les causes de l'hypertension artérielle? Voilà, généralement, on parle normalement de facteurs qui peuvent être à la base de la genèse de l'hypertension, ce qui nous permet d'ailleurs de différencier deux types d'hypertension. Nous avons une hypertension que nous qualifions d'essentielle, c'est-à-dire une hypertension idiopathique dans laquelle on ne retrouve aucune cause. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi la personne est hypertendue. Et cette hypertension est retrouvée généralement dans près de 85 à 90% des personnes qui sont hypertendues. Et nous avons l'hypertension que nous appelons secondaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont à la base généralement de cette hypertension. Nous avons quelques facteurs que nous différencions aussi en deux. Nous avons des facteurs qui sont non modifiables et puis des facteurs qui sont modifiables. Parmi les facteurs non modifiables, nous pouvons généralement citer par exemple l'âge supérieur à 40 ans, nous pouvons citer le sexe, par exemple les sexes masculins, nous pouvons citer la race noire, nous autres nous sommes exposés à développer cette maladie. Voilà, il y a d'autres facteurs comme l'hérédité, si vous avez par exemple des antécédents familiaux des personnes qui ont développé l'hypertension artérielle. Et parmi les facteurs modifiables, nous avons généralement les diabètes sucrés, nous avons les conditions d'hyperuricémie, d'hyperlipidémie, nous avons par exemple les body mass index, nous avons l'obésité et tous ces facteurs peuvent être à la base ou soit peuvent être des facteurs qui peuvent prédisposer une personne à développer l'hypertension artérielle. Mais je voudrais aussi apporter un ajout parce qu'il y a aussi plusieurs autres situations pathologiques qui peuvent être aussi à la base. Selon certaines études épidémiologiques et physiopathologiques, on a compris qu'il y a aussi des pathologies qui peuvent être à la base de l'hypertension artérielle. Nous avons en premier lieu, en termes d'épidémiologie, des causes rénales. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs maladies rénales comme ça qui peuvent être à la base. Qu'il s'agisse bien de maladies rénovasculaires, par exemple dans le cas de sténose de l'artère rénale, nous pouvons avoir comme ça cette maladie qui aboutisse à... C'est-à-dire c'est comme un cercle vicieux. L'hypertension peut elle-même causer la sténose de l'artère rénale, tout comme toute maladie qui peut entraîner la sténose de l'artère rénale peut aussi aboutir à l'hypertension artérielle. Nous pouvons avoir aussi d'autres maladies parenchymenteuses, notamment avec les glomérulonéphrites ou soit de l'écolagénose que nous pouvons avoir dans les maladies parenchymenteuses, dans les lupus érythémateux disséminés par exemple, ou soit dans toute autre maladie rénale que nous pouvons avoir, les maladies par exemple tubulaires interstitielles. Cette atteinte peut être aussi des causes rénales qui peuvent être à la base de l'hypertension artérielle. Nous avons aussi des causes qui peuvent être cardiaques. Nous avons par exemple les atteintes aortiques. Nous avons par exemple dans les cas d'insuffisance aortique, nous avons dans les cas de dissection aortique, coarctation aortique. Ce sont des pathologies qui peuvent aboutir à l'hypertension artérielle. Et je voudrais préciser qu'il s'agit d'une hypertension généralement qui est systolique. Nous aurons des chiffres numérateurs, comme j'avais précisé, qui seront beaucoup plus hautes. Donc, qui vont définir en fait une hypertension qui est beaucoup plus systolique. À part ces causes, nous avons aussi des causes toxiques ou médicamenteuses. Je crois M. Ephraim Lutello, qui m'avait précédé dans ce plateau, avait parlé du lien d'ailleurs avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui. Et voilà, il y a beaucoup d'autres médicaments, notamment les œstroprogestatifs, qui peuvent aussi aboutir à l'hypertension artérielle. Donc, voilà. Si nous comprenons qu'avec l'hypertension artérielle, on peut avoir des problèmes rénaux. Avec des problèmes rénaux aussi, on peut avoir des... Voilà, c'est vraiment ça. Et quels peuvent être alors les symptômes pour une personne présentant l'hypertension artérielle? Voilà, donc je voudrais que la population puisse comprendre, c'est que l'hypertension, on parle aujourd'hui d'un tueur silencieux. C'est-à-dire que c'est une maladie qui évolue généralement sans signe. C'est une maladie, une personne peut être là pendant plusieurs années souffrant de cette maladie qui est l'hypertension artérielle, mais sans pour autant développer des signes. On parle de tueurs silencieux, comme j'avais dit. Mais néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun signe. Nous avons quelques signes qui peuvent alarmer, mais ce sont des signes qui sont généralement non spécifiques. Nous pouvons avoir par exemple des céphalées, maux de tête. Nous pouvons avoir par exemple un épistaxis, un écoulement du sang au niveau du nez. Donc, c'est ces signes-là qui sont vraiment non spécifiques,
nous avons des sensations de bourdonnement des oreilles et tout ça. Ce sont qu'on appelle des acouphènes. Ce sont des sensations ou soit des manifestations qui sont non spécifiques. Ça n'oriente pas directement vers l'hypertension artérielle. Voilà, c'est en quelques... Donc, il n'existe aucun moyen pour savoir que la personne est hypertendue ou voilà. en train de faire l'hypertension. Donc, le moyen que l'on peut, par lequel on peut découvrir ou soit diagnostiquer cette maladie, c'est rien que par la prise de la tension artérielle. Lorsqu'on évalue la pression artérielle, et généralement, c'est au décours d'un examen, c'est fortuitement. On vient par exemple pour un contrôle, pour peut-être une autre maladie. Lorsqu'on évalue la pression artérielle, on se rend compte que c'est un peu élevé. On peut peut-être demander à la personne de repasser pour une réévaluation de cette pression artérielle. On se rend compte que de façon permanente, la pression artérielle, elle est élevée. Donc, vous voyez, c'est-à-dire l'élément, ou soit je peux dire le moyen les plus faciles qui nous permettent de pouvoir diagnostiquer cette maladie, c'est la prise de la pression artérielle. Et en cas de stress, alors, lorsqu'on est exposé dans une situation de stress, on ne peut pas être disposé à présenter une hypertension artérielle. Voilà, le stress, en réalité, c'est une situation où le corps se sent en danger et lorsqu'il se sent en danger, il essaie un peu de réagir en fait, face à ces dangers. Et généralement, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, il sécrète un certain nombre de substances que nous appelons des hormones, généralement les corticoïdes et toutes les hormones de stress. Alors, ces hormones ont de pouvoir vasoconstrictrices. Qu'est-ce qu'elles font? Ces hormones, elles diminuent en fait les calibres des vaisseaux. En diminuant les calibres des vaisseaux, j'aurais dû les dire au début, c'est que la pression artérielle de façon mathématique s'exprime par le débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. C'est-à-dire lorsqu'on a une augmentation du débit cardiaque ou soit lorsqu'on a une augmentation des résistances, on peut aboutir à l'augmentation de la pression artérielle. Alors dans ces cas par exemple des stress, lorsque nous avons une sécrétion des hormones des stress, ces hormones provoquent la vasoconstriction des vaisseaux. Cela élève la résistance vasculaire périphérique. Cela peut aboutir à l'augmentation de la pression artérielle. Mais seulement, il faudrait que ce stress soit permanent parce que nous avons dit que la définition de l'hypertension, c'est une élévation de la pression artérielle, mais qui est des fois peut élever la pression artérielle. Mais une personne avec une pression artérielle élevée due au stress n'est pas directement déclarée hypertendue. Il faudrait qu'il soit exposé, par exemple, de façon chronique à ce stress. Ce stress-là pourrait alors, dans ce cas-là, être à la base ou générer cette hypertension artérielle et donc faire de cette personne hypertendue. Bon, souvent, dans la cité, nous voyons, quand on veut peut-être regarder un match de football, la population congolaise, genre les habitants de la ville, province de Kinshasa, ont souvent l'habitude de prendre un peu des poissons salés à côté. Ils disent qu'il faut en avoir pour des stress parce qu'on sera exposé à des tensions durant les matchs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? Voilà, ce qu'il y a, c'est que vous avez posé une question en amont sur l'hypertension et l'hypotension. Vous voyez? Donc, généralement, en cas de stress, donc comme j'étais en train de dire qu'on peut avoir une augmentation qui est brutale de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce que le corps il fait? Il se rend compte que la pression est augmentée de façon brutale. Le corps va mettre aussi en place des mécanismes pour réguler cette tension. Et du coup, il peut aussi avoir une réaction qui puisse faire quoi? Baisser de façon brutale aussi cette pression artérielle. Et on peut aboutir à une hypotension. Alors, pourquoi on parle du sel? Parce que les sels, les poissons salés, ils contiennent une grande quantité de sel. Le sel que nous appelons généralement en médecine le sodium. Alors, nous savons que le sodium est l'ion le plus abondant dans les milieux extracellulaires. Il a un fort pouvoir osmotique. Quand je parle de pouvoir osmotique, je vois la capacité pour lui d'attirer l'eau. Okay? C'est-à-dire il y a le sang qui est au niveau des vaisseaux. Lorsque nous ingérons par exemple les sodiums, en cas par exemple nous avons une hypotension, nous avons une baisse de la tension artérielle. Lorsque nous mangeons les sels, nous aurons une grande quantité de sel dans les vaisseaux. Okay? Cette grande quantité de sel va faire quoi? Va attirer l'eau. Alors lorsque cette attraction va se faire, il y aura augmentation de ce qu'on appelle la volémie. Lorsqu'il y a augmentation de la volémie est une composante du volume d'extraction systolique. Parce que j'avais dit que la formule mathématique de la pression artérielle, c'était le débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. Ce débit cardiaque, lui aussi, a des déterminants. Le débit cardiaque est défini par la fréquence cardiaque multipliée par les volumes d'éjection systolique. Alors, dans ces volumes d'éjection systolique, nous avons aussi des déterminants. Notamment, nous avons la précharge. Dans la précharge, nous avons notamment les retours veineux qui en vrai la volémie. Donc, lorsque la volémie est augmentée,
Donc, on peut avoir comme ça le volume d'éjection qui est augmenté. Lorsque c'est augmenté, cela peut augmenter les débits cardiaques et par surcroît, augmenter aussi la pression artérielle. Donc, ces personnes-là n'ont vraiment pas tort parce qu'en cas d'hypotension, on peut utiliser le sel. On peut utiliser le sel pour pouvoir remonter la tension. Mais il faut faire attention lorsqu'on a déjà une tension qui est augmentée. Alors, comme je l'ai dit, en cas de stress, il y a la tension qui s'augmente. Alors, lorsque la tension s'augmente et que vous prenez encore les sels, cela peut devenir néfaste pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez une pression augmentée, vous augmentez encore la volémie. Cela peut aboutir à des chiffres tensionnels bien plus élevés qui peuvent aboutir à plusieurs complications. S'il y a une personne qui est de façon héréditaire hypertendue, lorsqu'il a cette habitude par influence de prendre du sel, il s'expose encore au danger. Voilà, la personne s'expose encore, comme vous l'avez si bien dit, Mardoché. C'est-à-dire, il est déconseillé pour les personnes qui sont exposées, déjà comme nous l'avons parlé des différents facteurs que nous avons, il est déconseillé en fait une prise excessive en fait, de sel, notamment avec le poisson salé qui en contient en très grande quantité. Quand vous avez parlé de l'hérédité par rapport à l'hypertension artérielle, de façon héréditaire, une personne peut aussi être hypotendue. De façon héréditaire. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'avec le développement de la médecine, on est en train de comprendre qu'il y a dans les gènes presque beaucoup de personnes, en fait, dans chaque maladie, en fait, aujourd'hui, avec les biologies moléculaires et d'autres sciences qui sont beaucoup plus au niveau, beaucoup plus des cellules au niveau, je voudrais même dire au niveau génomique. On est en train de comprendre qu'il y a une composante héréditaire dans plusieurs maladies. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à faire généralement des tensions beaucoup plus élevées, c'est-à-dire à développer l'hypertension artérielle, de la même façon, on peut aussi dire qu'il y a des personnes qui sont aussi prédisposées à faire des tensions généralement basses. Moi, je connais d'ailleurs, avec la petite expérience que nous avons à l'hôpital, il y a des personnes qui vous viennent comme ça avec des pressions artérielles généralement basses, mais qui sont en bonne santé, ils n'ont pas des signes comme ça qui les dérangent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui peuvent survivre en fait, avec des pressions artérielles généralement basses. Voilà. Parce que je pense que c'était même ma question. Une fois, j'étais allé voir un ami à l'hôpital et en passant, j'ai vu il y avait des jeunes stagiaires à côté. Ils étaient en train de consulter des femmes enceintes et tout. Voilà. Il y a une femme, elle avait la pression artérielle élevée, mais elle était normale. On lui demande, il dit, comment pouvez-vous expliquer ça? Bon, ce que je peux dire, c'est que généralement, en cas de grossesse, on devrait normalement avoir une pression artérielle qui est basse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que pendant la grossesse, nous avons une sécrétion accrue de certaines hormones, notamment la progestérone, qui est l'hormone protectrice de la grossesse. Alors, cette hormone est généralement vasodilatatrice. C'est-à-dire, cette hormone diminue la résistance vasculaire périphérique et cette hormone, généralement, diminue la pression artérielle. Lorsque nous avons des chiffres tensionnels qui sont élevés pendant la grossesse, alors cela peut nous tiquer à l'oreille et nous amener à penser parfois à certaines pathologies. Vous voyez, pendant la grossesse, généralement, la pression artérielle de la femme est basse. Lorsqu'elle est élevée, on peut soit penser que la femme était déjà hypertendue avant la grossesse. On parle généralement de l'hypertension chronique, ou soit la femme a contracté cette hypertension. C'est en fait cette grossesse qui a été à la base de cette hypertension. Et généralement, ce sont des hypertensions qui sont diagnostiquées autour de la 20e semaine, 20e, 21e semaine. On explique généralement, on parle de la prééclampsie, on parle de la dysgravidie. C'est une maladie de la grossesse. En cas de grossesse, nous parlons des dysgravidies, nous parlons des prééclampsies. Alors, qu'est-ce qu'il y a en cas de grossesse? Nous avons les produits de conception au niveau du myomètre. Il va essayer par les tissus trophoblastiques de pouvoir invaser le myomètre. Et là, il va rencontrer des artères, généralement qu'on appelle les artères spiralées. Alors, lorsque cette invasion s'est faite d'une bonne façon, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'au niveau des artères spiralées, il y a la tunique musculaire qui est normalement remaniée. Alors, dans les défauts, par exemple, d'invasion, dans ces défauts d'invasion, dans certaines pathologies, par exemple, qui peuvent arriver chez la femme, généralement, par exemple, quand c'est une grossesse qui est arrivée trop tôt chez une femme, ou soit une grossesse qui est survenue lors du premier rapport sexuel et que la femme n'avait pas encore été sensibilisée aux spermatozoïdes de l'homme ou d'autres circonstances comme ça. Alors, il y a un défaut, en fait, de cette invasion de ces artères spiralées qui conservent leur tunique musculaire et qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas dérouter les mécanismes d'autorégulation. Ce qui fait en sorte qu'il y aura des vasospasmes. Ces vasospasmes peuvent être à l'origine de l'augmentation de la résistance vasculaire périphérique et donc de l'hypertension artérielle.
Hein, c'est donc cette pathologie qu'on appelle dysgravidie et tout ça. Donc, les pressions artérielles élevées chez la femme ne sont pas un très bon signe. Voilà, parce qu'il y a plusieurs complications. J'ai lu aussi dans un document, on a dit que l'hypertension artérielle est l'une des grandes complications de la grossesse. Voilà. Donc, l'hypertension, comme on l'a dit, c'est une grande complication de la grossesse. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons hypertension artérielle, c'est-à-dire que le cœur fournit beaucoup trop d'efforts pour pouvoir pomper le sang. Nous avons dit que c'est le sang qui transporte au niveau des cellules les nutriments dont ils ont besoin. Alors, lorsque nous avons un produit de conception et que nous avons de l'autre côté l'hypertension artérielle, cela peut aboutir à plusieurs complications. Les complications aussi bien chez les produits de conception et les fœtus que chez la mère. C'est-à-dire chez les fœtus, on aura, puisqu'il y a hypertension, il y a beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup trop d'efforts pour pomper le sang. Alors, on se rendra compte que la communication, par exemple, entre la mère et l'enfant ne se fera pas en bonne et due forme. Donc, on aura un défaut, l'enfant ne sera pas nourri comme il se doit. Cela peut aboutir, par exemple, à des retards de croissance. Vous voyez? Cela peut aboutir, par exemple, à des morts in utero. Vous voyez? Et chez la mère, cela peut aboutir à beaucoup de complications. Avec l'hypertension, on a des micro-infarcissements qui peuvent se faire autour du placenta et aboutir à des complications, par exemple, des hématomes rétroplacentaires qui peuvent aboutir à plusieurs hémorragies qui peuvent être néfastes chez la femme. Notamment, elle peut aboutir à la mort, mais aussi ces hémorragies peuvent aboutir à la nécrose de la tige pituitaire pour pouvoir aboutir à plusieurs causes. Nous aurons un défaut de sécrétion de plusieurs hormones qui peuvent même conduire à la stérilité plus tard. Donc, je pense que ce sont des très grands problèmes là-bas que vous rencontrez en clinique. Oui, il y a des très... Généralement, là où je suis, par exemple, à l'hôpital général de Kinshasa, à Mamaemo, vous vous rendrez compte que dans le département des gynéco-obstétriques, nous on parle les soins intensifs là-bas, vous verrez que s'il y a 100% des cas en soins intensifs, il y a plus de 75% des cas qui viennent pour les cas des prééclampsies avec des hypertensions pendant les grossesses. Donc c'est vraiment une pathologie qui est très fréquente généralement aussi avec les grossesses puisqu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à la genèse de cette maladie. Alors, monsieur Bienvenu Leka, quel conseil pouvez-vous alors donner à ces femmes à une femme qui remarque déjà qu'il est hypertendu, soit qui remarque sa pression artérielle augmentée pendant qu'elle est enceinte? Voilà. Lorsque la femme est enceinte, ce que je peux préconiser en premier lieu déjà, ce sont les consultations prénatales parce que plusieurs femmes négligent ces consultations, surtout les femmes qui sont multipares. Elles se disent, bon, moi j'ai déjà accouché, je sais déjà comment ça s'est fait plusieurs fois et tout ça. Je vais vraiment encourager ces femmes à aller aux consultations prénatales parce que ce sont des moments très capitaux où ça leur permettra de pouvoir diagnostiquer leurs différents problèmes de santé. C'est au cours des consultations prénatales qu'on peut observer une augmentation de la pression artérielle et il y a plusieurs méthodes comme ça que l'on peut mettre en place pour pouvoir diminuer la pression artérielle. Ce qu'il y a, c'est que j'avais dit qu'il y avait deux types d'hypertension généralement avec la grossesse. C'est que nous avons une hypertension qui est venue avant la grossesse. Vous voyez? C'est-à-dire c'est cette hypertension qui est venue avant la grossesse. C'est-à-dire qu'on doit observer les mesures hygiéno-diététiques. Vous voyez? C'est-à-dire, si la femme a l'hypertension déjà avant la grossesse, une fois qu'elle est enceinte, elle doit assurer certaines mesures hygiéno-diététiques, notamment un régime qui est hyposodé. Parce que quand on dit sans sel, le régime sans sel, il est difficile parce que généralement, dans plusieurs aliments que nous consommons, il y a des quantités quand même infimes de sang, des sels. Vous voyez? Donc, ce que je vais demander à ces femmes, c'est vraiment de contrôler leur alimentation, de diminuer leur consommation, de supprimer la consommation en alcool, la consommation du tabac et tous les facteurs qui peuvent préconiser. Alors, chez la femme, par exemple, il y a maintenant l'hypertension chronique, chez la femme qui avait déjà l'hypertension, mais chez la femme qui a eu l'hypertension au décours de la grossesse, qu'on appelle la prééclampsie ou soit la dysgravidie, chez cette femme-là, généralement, il y a plusieurs mesures non pharmacologiques aussi, comme j'étais en train de dire les mesures hygiéno-diététiques, mais les plus importants parce que les problèmes n'est vraiment pas au niveau du sel, mais les problèmes est au niveau de l'invasion au fait trophoblastique au niveau des artères spiralées. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner maintenant des médicaments à faible dose qui peuvent faire quoi? La vasodilatation pour éviter les vasospasmes. On donne généralement, comme chez nous, on donne par exemple des infimes quantités de calcium. Vous voyez? Les infimes quantités de calcium de façon régulière peuvent permettre de prévenir des vasospasmes et donc les complications qui sont consécutives à la prééclampsie. On peut donner aussi de l'aspirine junior ou soit certains médicaments qui peuvent provoquer la vasodilatation des vaisseaux puisque le problème qui est là, c'est le problème des vasospasmes qui est consécutif à ces défauts d'invasion des artères spiralées. Ok, d'accord, merci beaucoup.
quittons un peu du côté de la grossesse. Voilà. L'hypertension artérielle chez un diabétique, c'est un grand problème. Voilà, l'hypertension artérielle chez un diabétique, c'est un grand problème parce que lorsque nous avons les diabètes, c'est aussi une maladie qui est évolutive généralement, qui a plusieurs complications. Nous avons des complications aussi au niveau des vaisseaux. Le diabète cause généralement les dépôts des plaques d'athérome au niveau des vaisseaux. Vous voyez, c'est comme des plaques de graisse au niveau des vaisseaux qui font quoi? Qui diminuent les calibres des vaisseaux. Okay. Nous avons dit que la pression artérielle, la formule mathématique, c'est le débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. Lorsque nous avons le diabète, il fait quoi? Il augmente cette résistance, c'est-à-dire le cœur fournit beaucoup plus d'efforts pour pomper les sangs, pour que les sangs arrivent jusqu'au niveau des cellules. Vous voyez donc que le diabète va amplifier encore l'hypertension artérielle parce que nous avons déjà des chiffres tensionnels qui sont élevés et nous avons encore les dépôts des plaques d'athérome. Cela peut acutiser même ces problèmes et arriver à des chiffres beaucoup plus élevés pour des complications beaucoup plus franches. Donc le diabète est un facteur aggravant. C'est pourquoi vous verrez même que dans les facteurs modifiables, nous avons compté aussi la comorbidité qui est le diabète. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que ces conseils sont vraiment bénéfiques pour vous. Alors, monsieur, bienvenue Ileka. C'est quoi les bases de traitement pour quelqu'un qui est en train de faire une hypertension artérielle? Voilà, comme j'étais en train de le dire pour la femme enceinte, c'est que les traitements pour la personne qui est hypertendue, c'est-à-dire le traitement le meilleur, je crois lors de l'intervention de M. Augustin Kobongo, il nous avait dit que la meilleure médecine, c'est la prévention. Vous voyez? Donc, la meilleure médecine, comme nous pouvons le dire aussi, c'est la prévention. Dans ces traitements préventifs, nous devons conseiller d'abord à la personne qui est non hypertendue, c'est-à-dire à la personne qui est non hypertendue à faire attention aux facteurs qui sont modifiables. Nous avons cité les facteurs qui concouraient au fait à la genèse même de cette maladie qui est l'hypertension. Et parmi ces facteurs, nous avons cité, vous l'aviez dit tantôt, l'alcool, diminuer la consommation en alcool, refuser la consommation du tabac, les diabètes sucrés, l'obésité. Vous voyez aujourd'hui avec le monde occidental, avec les nouvelles méthodes de vie, nous avons développé une mauvaise façon de manger. Nous sommes trop dans les fast-food parce qu'on pense que c'est prestigieux avec les shawarma, avec les tacos et toutes ces circonstances aboutissent à des situations d'hyperlipidémie et tous ces facteurs peuvent être à la base. Donc, si nous pouvons, et puis une consommation modérée de sel. Vous voyez aujourd'hui, surtout les enfants, ils abusent un peu trop. Ah, je n'ai pas entendu les sels, je n'ai pas goûté au sel et voilà. Donc, c'est vraiment un élément capital. Il faut vraiment diminuer sa consommation en sel, mais aussi, comme on le dit souvent, manger moins gras, manger moins sucré et tout ça, et éviter toutes ces circonstances-là et préférer de manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. Et pour les personnes qui sont diagnostiquées déjà hypertendues, voilà, il y a des mesures non pharmacologiques et il y a des mesures pharmacologiques. Parmi les mesures non pharmacologiques, c'est presque les mêmes mesures que j'avais déjà citées dans les mesures hygiéno-diététiques. J'ai d'ailleurs même oublié le sport, ce qui est aussi important parce que aujourd'hui, par manque de sport, on est tellement occupé par la vie quotidienne qu'on n'a peut-être même pas le temps de pouvoir faire un peu de sport, alors que c'est important parce que les sports nous permettent de brûler les graisses qui pourront peut-être se déposer au niveau des vaisseaux et pouvoir augmenter la résistance vasculaire périphérique. Donc, les sports est très important, surtout aussi pour les personnes qui sont déclarées hypertendues. Donc, nous avons les mesures non pharmacologiques qui sont hygiéno-diététiques, mais aussi les mesures pharmacologiques. Alors, nous avons plusieurs médicaments qui peuvent aider généralement à la prise en charge de l'hypertension artérielle. Il y en a plein aujourd'hui. Nous avons des médicaments qui agissent au niveau central et nous avons des médicaments qui agissent au niveau périphérique. Au niveau central, nous avons des médicaments qui agissent généralement pour bloquer le tonus sympathique au niveau nerveux. Nous avons les antagonistes, par exemple les alpha-méthyldopa, ce sont des antagonistes des récepteurs alpha-2. Voilà, ce sont des médicaments généralement qui peuvent aider à pouvoir diminuer la pression artérielle. Et nous avons aussi des médicaments qui agissent au niveau périphérique parce que les problèmes n'est pas seulement au niveau central, vous voyez, parce que la régulation s'est fait au niveau central, mais on a aussi en fait des répercussions au niveau périphérique. Voilà, c'est que il y a des médicaments qui agissent aussi au niveau périphérique. Et parmi ces médicaments, nous avons aussi plusieurs médicaments. Généralement, on a plusieurs classes de médicaments. On a des médicaments qui ont des propriétés vasodilatatrices. Vous voyez, nous pouvons citer par exemple les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Nous pouvons citer les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Nous pouvons citer, aujourd'hui on parle des antagonistes directs de la rénine. Voilà, nous pouvons citer des médicaments qui agissent directement au niveau des vaisseaux, des antagonistes au fait de la vasoconstriction.
À part les médicaments vasodilatateurs, j'ai cité aussi les anticalciques. À part les médicaments qui ont des propriétés vasodilatatrices, nous avons aussi les médicaments que nous appelons les diurétiques. Ces médicaments, généralement, favorisent la diurèse parce que nous avons dit qu'avec la volémie, lorsque la volémie est augmentée, ça peut augmenter aussi la pression artérielle. Donc, les médicaments qui permettent facilement de pouvoir uriner, en fait, de produire beaucoup plus d'urine pour diminuer la volémie. Nous avons les diurétiques. Et parmi les diurétiques aussi, nous avons plusieurs classes. Nous avons les diurétiques épargneurs des potassium, nous avons des diurétiques de lance et puis nous avons des diurétiques thiazidiques. Et nous avons, à part les diurétiques, nous avons aussi les bêta-bloquants. Ce sont généralement des médicaments qui agissent au niveau du cœur. Voilà, ce sont des cœurs, mais aussi au niveau des vaisseaux. Ce qui nous permet de distinguer deux types de bêta-bloquants. Nous avons des bêta-bloquants qui sont cardiosélectifs, qui sont idéaux généralement chez les patients qui sont par exemple asthmatiques. Et nous avons des non-cardiosélectifs qui sont de moins en moins utilisés aujourd'hui par rapport à leurs effets secondaires ailleurs. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Ces conseils ont été vraiment bénéfiques et surtout pour les étudiants en médecine et personnel de santé, je pense qu'ils ont beaucoup appris aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous citons déjà Monsieur Bienvenu Leka. Pouvez-vous nous parler de quelques grandes complications de l'hypertension artérielle? Voilà, l'hypertension artérielle est une maladie qui atteint presque tous les systèmes du corps humain parce que le sang qui est véhiculé, le sang qui est pompé par les cœurs doit normalement arriver au niveau des toutes les cellules du corps humain. Alors lorsqu'il y a un problème au niveau de la pompe, alors on est en train de voir toutes les complications qu'il peut avoir après. Donc tous les organes peuvent être généralement atteints, peuvent être des sites de complications de l'hypertension artérielle. Mais de façon un peu sautée, nous pouvons prendre quelques complications, généralement par exemple au niveau de la tête. On peut avoir des AVC. Je crois que M. Augustin Okobongo, qui m'a précédé dans ce plateau, a parlé longuement des AVC. Oui. Voilà. Et parmi les causes même des AVC, parmi les étiologies, il avait aussi cité l'hypertension artérielle. Voilà. Donc l'hypertension artérielle est une des causes qui provoquent les AVC. Et aujourd'hui, les AVC, c'est des maladies vraiment très fréquentes. Vous devez savoir que l'hypertension, c'est une petite parenthèse que j'ouvre rapidement, c'est une maladie qui a une forte prévalence. Aujourd'hui, on parle du monde, plus d'1 milliard de personnes font cette maladie. Vous voyez? C'est-à-dire que plus d'1 milliard de personnes sont sujettes à développer des complications qui sont consécutives à cette maladie. Vous voyez? Donc, plus d'1 milliard de personnes. Et selon les estimations de l'OMS, on est en train de dire par rapport aux modifications des conditions de vie, par rapport au vieillissement de la population, jusqu'en 2025, on aura près de 1,5 milliard de personnes qui seront atteintes de cette maladie. Imaginez que le monde entier, nous sommes à 7,2 milliards de personnes. Donc, on peut dire qu'une personne sur 7 à l'hypertension. Si nous sommes dans une salle de classe qui a 14 personnes, on estime qu'il y a au moins 2 personnes qui ont l'hypertension artérielle. Vous voyez un peu l'importance même de cette maladie et l'importance même des complications qu'il peut avoir. Si je dois revenir, donc nous pouvons avoir par exemple les AVC, nous pouvons avoir au niveau des yeux des rétinopathies hypertensives. Vous verrez que les personnes qui ont l'hypertension artérielle peuvent développer des troubles de vision et voilà. Donc au niveau du cœur, on peut avoir des cardiopathies hypertensives qui peuvent être par exemple l'hypertrophie du ventricule gauche, on peut arriver même à une insuffisance ventriculaire gauche. Vous voyez, c'est le ventricule gauche qui pompe. Voilà, lorsqu'il n'arrive pas, on peut aboutir à une insuffisance cardiaque. Mais aussi, nous pouvons avoir des cardiopathies ischémiques lorsque nous avons un problème, par exemple, des vascularisations. Parce que même le cœur lui-même aussi est vascularisé par les artères coronaires. Lorsque nous avons maintenant un défaut avec l'hypertension artérielle, on peut aboutir à des infarctus du myocarde. Vous voyez, donc on peut avoir des angores qui sont des complications généralement aiguës de l'hypertension artérielle. Au niveau des reins, on peut avoir des agressions rénales aiguës généralement par la sténose de l'artère rénale et ce qui peut évoluer vers des insuffisances rénales chroniques même, vous voyez. Donc au niveau des abdomens, avec l'infarctus de l'artère mésentérique, on peut avoir même des tableaux chirurgicaux, on parle des abdomens aigus chirurgicales. Au niveau des membres, au niveau de la grossesse, comme on l'a dit, la prééclampsie, et voilà, chez l'enfant aussi bien que chez la mère. Et au niveau des membres inférieurs, on peut avoir, par exemple, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Vous voyez, on peut avoir beaucoup de maladies comme ça au décours de l'hypertension artérielle. Donc, c'est une maladie, on ne saura pas citer toutes les complications, mais ce que la population doit comprendre, c'est que
tous les organes du corps humain peuvent être des sites de complications de l'hypertension artérielle. Donc, c'est vraiment une maladie que l'on doit craindre. Voilà. Donc, nous avons cité parmi les causes médicamenteuses, comme j'étais en train de le dire, mais nous pouvons aussi avoir des causes endocriniennes. Généralement, avec l'hypersécrétion de plusieurs hormones, on peut aboutir aussi à l'hypertension puisque ces hormones ont des propriétés vasoconstrictrices. Par exemple, avec l'hyperaldostéronisme, qu'il soit primaire, lorsque nous parlons du syndrome de Cushing, qu'il soit secondaire, par exemple, avec la maladie de Cushing, avec l'hypersécrétion de l'ACTH, on peut avoir cette maladie de l'hypertension. On peut avoir, par exemple, l'hypersécrétion de l'hormone de croissance en cas, par exemple, de gigantisme ou d'acromégalie. On peut avoir l'hypersécrétion en cas, par exemple, des tumeurs au niveau des glandes surrénales dans la maladie qu'on appelle le phéochromocytome. Nous pouvons avoir aussi, par exemple, dans la maladie des bases d'eau, où nous avons une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes. Toutes ces hormones ayant des propriétés vasoconstrictrices peuvent aussi augmenter la résistance vasculaire périphérique et aboutir à l'augmentation de la pression artérielle, d'où aboutir à cette maladie qui est l'hypertension artérielle. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec nous ici que l'hypertension artérielle, c'est une grande maladie. Vous êtes hypertendu, prenez très bien soin de vous et appliquez tous les conseils que les docteurs sont en train de nous donner ici. Alors, médecin stagiaire, bienvenue les cas. Pour chiter, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette population qui nous ont suivis dans cette émission? Voilà, ce que je peux conseiller à la population qui nous suit, je dirais que l'hypertension artérielle est une maladie que l'on rencontre partout. Aujourd'hui, la première cause de mortalité selon l'OMS, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et dans notre définition, au départ, nous avons dit que l'hypertension était une maladie cardiovasculaire. Alors, c'est une maladie que nous devons vraiment prendre en considération. Et pour éviter cette maladie, qu'est-ce que je peux vous conseiller, population? C'est que c'est d'abord des mesures hygiéno-diététiques, comme nous étions en train de le dire. Nous les dirons et nous les redirons encore. Prenez soin de vous. Mangez moins salé, mangez moins gras, mangez moins sucré. Faites des exercices physiques, évitez la sédentarité. Les personnes qui passent près d'une journée devant les PlayStation, devant les télés, devant les ordinateurs, la sédentarité est un facteur modifiable qui peut aboutir à la genèse même de l'hypertension artérielle. Donc, nous vous conseillons une bonne hygiène de vie pour éviter cette hypertension. Mais nous vous conseillons aussi les dépistages. Il est important aujourd'hui les dépistages de maladies cardiovasculaires et notamment de l'hypertension artérielle par la prise de la tension artérielle. C'est un acte qui peut sembler peut-être bénin, mais qui peut nous sauver de beaucoup. Nous avons dit que c'est une maladie qui est caractérisée par l'augmentation de la pression artérielle de façon permanente. Alors, apprenez régulièrement à prélever votre tension artérielle, que ce soit fait par un personnel de santé ou même vous-même à la maison. Vous pouvez apprendre comment prélever la pression artérielle pour vous aider à pouvoir diagnostiquer, puisque plus tôt une maladie est diagnostiquée, mieux elle sera prise en charge et mieux vous pourrez vivre en bonne santé. Donc, c'est le conseil que je peux adresser à la population, M. Mardoché. Un grand merci à vous. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à notre invité, le médecin stagiaire Bienvenu Ileka, pour sa présence et d'avoir disponibilisé de son temps. C'est fait un plaisir de vous accueillir ici au plateau de Pacemaker. Le plaisir est partagé. Nous sommes à la fin, chers téléspectateurs. Nous disons un grand merci au Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous accorde la vie et sa grâce. Nous disons un grand merci à notre directeur technique, Lita Lupeta, notre réalisateur privé. Un grand merci à Evi Télévision, cette chaîne qui nous offre cet espace pour pouvoir parler avec vous. Nous nous retrouvons prochainement, le jeudi prochain, avec un nouveau sujet, un nouveau invité et une nouvelle émission. Nous disons donc au revoir.